Pepe, the situation with the society, Russian society, you've mentioned about the way La that situation au Russian sein de la people société have russe. with Vous the avez évoqué la feeling, façon dont les gens frustration perçoivent ce qui se passe if they sur le champ de see bataille. what's going on with the Il y a une war forme and de how frustration Ukrainians are parce qu'ils using voient these ce qui se drones passe against avec la guerre civilians in et la Russia. manière dont les Ukrainiens They don't utilisent ces see the drones contre des civils response en Russie. as immediate Ils ne as trouvent pas la réponse aussi rapide qu'ils le souhaiteraient. Ils they want aimeraient quelque chose something de plus direct ou more de plus dur contre l'Ukraine. direct or harder to happen against Ukraine. Much harder. Absolutely. Yeah, if you talk with Beaucoup plus difficile. people related Absolument. to the Intel apparatus, Si vous parlez avec des gens liés au service de renseignement, leur logique c'est « allons directement à la tête du serpent », ce qu'on aurait déjà dû faire d'ailleurs. Et du côté des experts des think tanks ou des diplomates, ils sont un peu plus mesurés, mais eux aussi disent « il faut quand même ajuster certaines choses ». Au final, tout ça confirme ce que notre ami le professeur Karaganov répète depuis des mois. Et je crois que je vous en avais parlé. Lors de mon dernier jour ici, fin février, 4 jours avant le début de la guerre menée par les Américains contre l'Iran, c'était ma dernière nuit à Moscou. J'ai eu une discussion off the record avec le professeur Karaganov dans son bureau à la Haute École d'économie. Karaganov at his office at the Higher School of Economics. And I promised him that I would not publish anything. Je lui ai promis que je publierais rien sur notre conversation. C'est pour ça, parce que c'était une discussion totalement libre, vraiment excellente. Mais il y a une chose dont je peux parler. Il disait déjà que le seul langage que les Européens et l'OTAN comprennent, c'est la peur. Donc ça veut dire qu'on doit ajuster notre approche. Apparemment maintenant, le grand ours là-haut, celui qui doit prononcer son discours vendredi, a reçu le message. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un consensus national, Nima, surtout après l'équivalent russe, dans le Donbass, du meurtre des jeunes filles de Minab à Starobelsk, dans le Donbass. In Starobelsk in Donbass. This was forgive me the horrible. C'était, pardonnez-moi la métaphore affreuse, une sorte de mini-Minab. On n'a pas eu, bien sûr, 168 filles mortes, mais 21 enfants et adolescents tués. Ce qui reste, du point de vue russe, vous savez, totalement inacceptable. Donc, il pousse à une réaction extrêmement dure. Maintenant, c'est à l'ours, le grand ours, de décider comment tout ça va évoluer. Bon, chaque semaine, en gros, ils ont assez de missiles pour lancer une attaque massive s'ils le veulent. Et ils ont déjà la carte des cibles. Toutes les installations vitales qui produisent des composants, les usines de drones, les connexions, le complexe militaro-industriel, et ainsi de suite. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Links industrial military complex, etc. It's just a matter of doing it. Pepe, Pepe, je crois que tu as parlé du cas de l'Asie de l'Ouest et tu as mentionné l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, tous ces pays qui sont engagés dans une guerre active au Moyen-Orient et qui vont être présents à Saint-Pétersbourg. Mais hier soir, il y a eu une confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Mais c'était important parce que depuis le début du cessez-le-feu, c'est la première fois que l'Iran mène une attaque d'une certaine ampleur, je dirais. Considérable, oui. Ce n'était pas comme ça avant, mais c'était déjà important, parce qu'ils ont frappé beaucoup de ces camions-citernes près des Émirats arabes unis. Ils ont aussi touché des cibles à Bahreïn et au Koweït. L'aéroport international du Koweït a été frappé par coup direct sur le 5e. Oui, c'est nouveau. Et on a eu le ministre des Affaires étrangères d'Iran qui a déclaré que toute attaque contre l'Iran serait immédiatement suivie d'une riposte. Immédiatement. Oui. Exactement. Et bien sûr, le corps des gardiens de la révolution islamique dit que ce ne sera pas symétrique. Cette fois, ce sera une fois et demie plus dur que l'attaque américaine. Donc ce n'est plus symétrique du tout. À chaque attaque américaine, la riposte sera une fois et demie plus violente. Et ça pourrait aller jusqu'à 2 fois, voire 3 fois plus violente. Autrement dit, il n'y a plus de règles.
Il vise la jugulaire, tu vois, ces bases au Koweït, ces 2 bases au Koweït. Très très importantes. Et bien sûr, attaquer directement la 5e flotte. Ça, franchement, c'est quelque chose. Et au passage, toute cette histoire bidon sur une attaque de l'aéroport civil du Koweït, c'était du grand n'importe quoi. C'était une défaillance de quoi? Encore une fois, des patriotes. En réalité, l'aéroport de Kuwait City a été touché par des patriotes américains défectueux. Voilà. Donc ça va continuer. Et évidemment, une fois de plus, ça prouve à tous ceux qui ont un minimum de bon sens qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est même pas une blague. Imagine un peu, on est en pleine guerre dans ce genre de conflit. Et aujourd'hui, Donald Trump parle. Il a dit qu'il allait rencontrer le guide suprême de l'Iran. Oui, il va appeler. Mustapha, je peux intervenir? Et on va prendre une glace ensemble à Téhéran? Oui, bien sûr. Et les Iraniens vont dire, venez, écoutez, on atteint des niveaux de sénilité qu'on n'avait pas vus depuis la précédente administration ottopène, non? Mais bon, c'est une autre histoire. Alors Nima, je dois revenir sur la bombe de la semaine, celle que Larry et moi avons révélée lundi. Et pour ça, on se prend des critiques de partout. Rien d'étonnant. Larry a des décennies d'expérience à la CIA. Et moi, j'ai des décennies d'expérience comme correspondant à l'étranger, un peu partout. Donc, on a l'habitude d'être attaqué. Quand des gens stupides ne comprennent rien, ils s'en prennent aux messagers. C'est exactement ce qui se passe. Eh bien, c'est très, très important. Lundi, Larry et moi, avec Zulfikar Ali, on a travaillé sur un nouveau projet, le lancement d'une plateforme appelée PowerShift. La semaine dernière, on a reçu des infos d'une source vraiment solide, du plus haut niveau, sur ce qui s'est passé entre le président Pezeshkian et le premier ministre pakistanais Sharif. C'était un appel téléphonique jeudi dernier qui a duré 1h45 et notre source avait le compte-rendu complet de cette conversation. Et pendant cet appel, il s'est passé quelque chose d'énormément important. Le président Pezeshkian a dit à Sharif au téléphone, premièrement, qu'il n'y aurait plus de négociations nucléaires à partir de maintenant. Deuxièmement, pourquoi? Parce que les Américains ne respectent pas l'ordre iranien concernant la procédure dont l'Iran parlait, en gros, tous les jours. D'abord, on met fin à toutes les guerres, y compris les blocus, y compris la guerre menée par Israël contre le Liban et le Hezbollah. Deuxième point, on commence à parler du détroit d'Ormuz. Et ce n'est qu'à la troisième étape qu'on en vient à envisager un nouveau dossier nucléaire. Alors, Pezeshkian a dit, premièrement, plus aucune discussion nucléaire. Deuxièmement, même pas l'idée, même lointaine, d'ouvrir des négociations qui pourraient mener à un nouvel accord nucléaire, une sorte de JCPOA affaibli. Même pas ça, disent les Iraniens. Et troisièmement, et c'est le point crucial, je veux citer exactement les mots que la source nous a rapportés. Voilà Nima, voilà ce que Pezeshkian a dit. On peut donc supposer que la conversation s'est tenue, je dirais, en farsi et en ourdou au téléphone. Peut-être qu'il y avait un traducteur anglais pour les deux côtés, parce que Pezeshkian ne parle pas anglais. Sharif, lui, oui. Donc il y avait bien un traducteur. Peut-être que c'est une traduction directe du farsi vers l'anglais. Alors, Pezeshkian aurait dit, si les menaces américaines persistent, ce qui est le cas, nous devrions procéder à la détonation d'un engin nucléaire sur le sol iranien, non pas comme un acte de guerre, mais comme une démonstration souveraine, irréversible, de notre capacité à maîtriser la domination dans l'escalade. Eh bien, difficile de faire plus explosif que ça, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? D'abord, Nima, tu sais très bien que Pezeshkian ne dirait jamais une chose pareille au Premier ministre pakistanais sans en avoir parlé avant avec l'ayatollah Mostafa Khamenei. C'est évident, non? Oui.
En partant de nos sources, en fait, Larry et moi, on a continué à poser des questions, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils nous disent « Écoutez, si je ne voulais pas que ces informations soient rendues publiques, je ne les aurais jamais transmises à mon contact pakistanais, celui qui vous les a fait parvenir. » Donc lui, je dirais qu'il soutient ces informations à 100%, même plus, parce que ce type est vraiment au cœur du dossier. Il participe directement, enfin indirectement, aux négociations entre l'Iran et les États-Unis du côté pakistanais. Autrement dit, il est tout en haut de la chaîne. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser l'Iran à passer d'une position d'ambiguïté nucléaire, qui est sa position actuelle, à une démonstration incontestable sur son propre sol? Et bien sûr, tout le monde se pose les mêmes questions évidentes. And of course, everybody's asking the obvious questions. Okay, what kind of bomb is that? D'accord. Quel genre de bombe est-ce? Est-ce une bombe iranienne, c'est-à-dire entièrement développée en Iran? Et c'est tout à fait possible, parce que l'Iran a d'excellents scientifiques. Ce ne serait pas un problème pour eux de développer une arme nucléaire. Est-ce qu'ils ont eu de l'aide extérieure? Dans ce cas, il y a quelques candidats. Le premier, c'est la Russie. Est-ce qu'ils ont obtenu, disons, une bombe déjà prête, soit du Pakistan, soit de la Corée du Nord? C'est aussi possible. Ont-ils reçu des informations ou une assistance de la Corée du Nord? Les discussions au niveau nucléaire entre l'Iran et la Corée du Nord sont très soutenues depuis un bon moment. Donc évidemment, personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Et la source n'a pas donné plus de détails. D'abord parce qu'il se contentait de nous raconter ce qui s'était dit pendant l'appel téléphonique. Donc ça veut dire que Pezeshkian n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit au Pakistan à propos du programme nucléaire iranien, parce que les Pakistanais savaient déjà tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, Sharif, le Premier ministre, quand il a entendu ça, il a dit « Waouh !» Il a compris à quel point c'était sérieux. Du coup, il a ordonné à son ministre des Affaires étrangères, Dar, qui se trouvait à New York, d'appeler les Américains immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Marco Rubio. Et là, Marco Rubio lui a dit « Non, viens à Washington ». Le lendemain, il part donc à Washington, il s'assoit en face de Rubio et il lui explique toute l'histoire. C'était le 29 mai Nima, vendredi dernier. Et devine ce qui s'est passé le 29 mai, vendredi dernier. Trump a cessé de parler, d'agir et de donner des ordres pour toute action militaire contre l'Iran. Et tout de suite après, nous voilà revenus à cette semaine, en gardant à l'esprit, encore une fois, que la capacité d'attention de Trump, c'est un peu comme celle d'un gamin. Il tient quelques secondes, peut-être quelques minutes. Il a peut-être même oublié ce que Rubio lui a expliqué la semaine dernière. C'est bien Rubio qui l'a briefé, non? Donc maintenant, on reparle d'action militaire. Mais on sent déjà un ton différent chez Trump. Depuis quelques jours, il ne menace plus l'Iran. Et c'est là qu'on en arrive à ce genre de choses du style. Ah, d'accord, je vais faire un saut à Téhéran et prendre une glace avec Mostafa Khamenei. Avant, il disait qu'il allait anéantir l'Iran, le renvoyer à l'âge de pierre, exterminer une civilisation, tout y passait. Donc oui, le ton a changé. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Parce qu'en plus, il y a un autre point. Deux choses que Dar a dites à Rubio en face à Washington. Premièrement, l'Iran ne renoncera à aucun de ses stocks d'uranium hautement enrichi. Rien du tout. Et c'est une position définitive. Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas la faire changer. On sait tous que l'Iran n'a jamais accepté de transférer son uranium hautement enrichi en dehors de son territoire. On le savait déjà. Mais maintenant, les Américains ont une confirmation directe du ministre pakistanais des Affaires étrangères. Et deuxièmement, Dar a dit à Rubio que la Chine est directement impliquée parce qu'elle a livré des systèmes de défense stratégiques de pointe, notamment des manpads portatifs, en passant par des pays tiers.
country, so they have plausible deniability. Donc, ils ont une forme de déni plausible. Tu as vu les rumeurs disant que les Américains affirment que la Chine fournit des armes de haute technologie à l'Iran. Eh bien, ils le soupçonnaient déjà. Mais maintenant, ils ont une confirmation directe du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce trio, cette triade, cet alignement stratégique est bel et bien en place. Et ce sont l'Iran, le Pakistan et la Chine qui travaillent ensemble. Alors tu peux imaginer, Nima, à quel point les Américains sont déstabilisés après ça. Et ils ne peuvent rien y faire. D'abord parce qu'ils comptent sur les Pakistanais pour les aider à trouver une sorte de sortie de crise avec l'Iran. Même si, clairement, les Américains ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. D'abord, ils changent leurs exigences d'un jour à l'autre. S'ils se mettent d'accord sur quelque chose, le lendemain, ils reviennent dessus. Donc, la possibilité d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, je dirais, est inférieure à 0 à ce rythme-là. Et s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce que les Américains vont faire? Relancer la guerre? Non, c'est impossible pour eux. Ils n'en ont pas les moyens. L'opinion publique américaine y est totalement opposée. Ils savent que, quel que soit le scénario, ça les mènerait à un bourbier encore pire que la situation actuelle. Et pire encore, les Iraniens, eux, sont prêts à ce que la guerre continue. Et c'est exactement ce qu'ils montrent avec ces provocations, les unes après les autres. Très bien. Alors maintenant, on répond une fois et demie plus fort. Et bientôt peut-être davantage. Ils ne sont pas intimidés. Au contraire. Voilà où nous en sommes. Concernant cette hypothétique bombe nucléaire, j'attends une réponse de l'Iran. Et Nima, ainsi que vous tous, c'est avec nos amis de The Cradle. Vous savez sans doute que je suis aussi chroniqueur pour The Cradle. Donc je leur ai envoyé l'article que j'ai déjà écrit, qui reprend en gros tout ce que je viens de vous expliquer ces dernières minutes. C'est dans la chronique. Et ça va finir sur le bureau de l'un des membres du cercle rapproché de Mojtaba Khamenei. Et c'est ça qui est intéressant. Il m'a dit « Oui, je vais répondre. Ça devait être pour ce soir, mais ce sera sans doute demain soir. Demain soir, je dirais, selon le fuseau Iran-Moscou. Donc quand on arrivera à vendredi, on aura déjà une réponse quasiment officielle, parce que ce type est tout en haut de la hiérarchie à Téhéran. Ensuite, je veux publier la chronique qui raconte toute l'histoire, y compris la position officielle iranienne. Et voilà, c'est tout. On peut donc imaginer que les Iraniens vont sans doute opter pour une forme de déni plausible, parce que c'est extrêmement sensible. Mais peu importe, ils peuvent formuler ça d'une manière que les Américains appellent une réponse qui n'en est pas une. Et ça peut être assez subtil. Les Iraniens sont passés maîtres dans cet art. On peut l'interpréter comme on veut. Évidemment, ils ne vont pas dire que leur président a menti au Premier ministre pakistanais. Ce n'est pas le cas. Et si Pezeshkian a vraiment dit ça à Sharif, c'est qu'il avait reçu le feu vert d'en haut. Aucun doute là-dessus. Et clairement, ça montre qu'on en a ras-le-bol de toutes leurs conneries. Point final. S'ils continuent à nous provoquer, voilà ce qu'on fera. Ils devraient en tenir compte à partir de maintenant. Voilà où on en est, Nima. So this is where we are, Nima. It's an extremely complex, sensitive conjunction, but we were lucky to have the trust of people who are part of negotiations to pass this information to us via our Pakistani connections. And Larry and I, we have been in a few podcasts trying to explain, and now with you, trying to explain where things are and why we trust the information. This is the most important thing. I'm not talking about agenda. Je ne parle pas d'agenda caché, ni de quoi que ce soit derrière tout ça. Par exemple, il y a déjà plein de gens stupides, complètement idiots, qui nous accusent d'être des agents de l'ISI. Franchement,
faut arrêter. Écoutez, j'ai beaucoup travaillé au Pakistan. Vous imaginez? Il y a 20-25 ans, on m'accusait déjà d'être un agent de l'ISI simplement parce que je faisais des allers-retours entre le Pakistan et l'Afghanistan. I was doing the back and forth between Pakistan and Afghanistan. Same thing. So some things never change, right? Pareil. Certaines choses ne changent jamais, hein? Mais ces gens n'ont aucune idée de la façon dont fonctionne l'information à ce niveau-là. Et bien sûr, notre rôle, en tant qu'analyste indépendant, si on tombe sur quelque chose comme ça, c'est de le rendre public, non? Même si c'est gênant. Bon, voilà donc une version courte d'une histoire très complexe et toujours en cours. C'est en cours. On aura d'autres infos demain. Et on a déjà quelque chose qu'on pourra révéler la semaine prochaine. Les relations entre l'Iran et le Pakistan autour du nucléaire sur les 40 dernières années. Et on a toute la documentation. Ce week-end, Larry et moi, on va lire les documents. Voilà où on en est. So that's where we are.